Audience au palais présidentiel, le chef de l'État a échangé ce jeudi avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Au centre des discussions, plusieurs sujets, dont les préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le 3e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire a été rendu public. Le rapport salue l'embellie économique du pays, non sans faire des recommandations pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans ce journal, nous parlerons des activités de l'hémicycle. La loi portant organisation du référendum a été adoptée aujourd'hui par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Bonsoir et bienvenue. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères est depuis quelques jours ici à Abidjan. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a été notamment question au cours des échanges des préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Viviane Aïma. Présent à Abidjan dans le cadre des préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Porteur d'un message du chef de l'État burkinabé à son homologue ivoirien, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a indiqué que le président Roch Christian Kaboré sera présent à Abidjan à l'occasion du sommet, ce qui marque, a-t-il souligné, la normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons parlé des préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et je suis très heureux d'annoncer que le président Roch Christian Kaboré va arriver le 28 juillet prochain à Yamoussoukro dans le cadre de ce traité d'amitié, et ce qui marque une normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous avons beaucoup travaillé en cela et j'ai porté un message du président Roch Kaboré à son frère et aîné, le président Alassane Ouattara, pour le remercier des dispositions qui ont été prises dans ce sens et réitérer son engagement à œuvrer aussi dans le raffermissement des relations entre les deux pays qui sont très liés, et nous devons toujours travailler en cela. Et j'ai salué également le sens élevé du président Alassane Ouattara sur cette question. Depuis Addis Abeba, vous savez que les deux chefs d'État s'étaient rencontrés et se sont régulièrement vus en marge des grandes rencontres et ont travaillé à la chose à laquelle on aboutit aujourd'hui, à savoir cette reprise totale des relations entre les deux pays. Et le président Alassane Ouattara m'a demandé de transmettre également au président Roch l'engagement de la Côte d'Ivoire pour également faire développer ces relations, et c'est ce que nous allons faire à Yamoussoukro à la fin de ce mois. C'est d'ailleurs pour promouvoir leurs liens séculaires d'amitié et de bon voisinage que les deux pays ont signé le 29 juillet 2008 le présent traité d'amitié et de coopération qui se veut un cadre privilégié de coopération entre ces deux entités. Au lendemain de cette audience, c'est-à-dire demain vendredi 15 juillet, le chef de l'État s'envolera pour Kigali, la capitale du Rwanda, où il va prendre part à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le droit des femmes sera au centre de cette rencontre. Jérôme Kofi Aboulé est notre envoyé spécial à Kigali. 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, un rendez-vous crucial en considération des défis auxquels doivent faire face les chefs d'État et de gouvernement de cette union, parmi lesquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, attendu ce vendredi dans la capitale rwandaise. Pour parler des enjeux de cette rencontre, d'abord l'élection d'un nouveau président de la Commission de l'Union. Plusieurs noms circulent déjà en ce qui concerne des candidats désireux d'être en compétition. Il s'agit du Sénégalais Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, du ministre botswanais des Affaires étrangères Pelonomi Venson Mwatwa, de l'Ougandaise Speciosa Vandira Kazibwe, l'actuel envoyé spécial de l'ONU pour la lutte contre le sida,
ainsi que du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères Agapito Mbamokui. C'est donc l'un de ces prétendants qui, en cas de victoire, va succéder à la Sud-Africaine Nkosana Dlamini Zuma sur le départ. Aussi, un hommage spécial doit-il être rendu à la femme par les participants au sommet à travers la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. La conférence ayant choisi de plancher sur des sujets conformément au thème 2016, Année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Il est fort probable que l'on accorde également une place de choix lors des travaux à l'intégration des peuples d'Afrique avec l'entrée en vigueur annoncée du passeport africain, dans un premier temps réservé aux chefs d'État et ministres, en attendant que cette mesure s'étende progressivement à l'ensemble des populations sur le continent. Et par rapport aux tensions conflictuelles encore visibles dans certaines parties de l'Afrique, il n'y a pas de raison que la rencontre de Kigali ne se préoccupe pas de la situation au Sud-Soudan et de la crise consécutive à la tenue de la dernière élection présidentielle au Burundi, pour ne citer que ces deux cas. Après les activités du président de la République, intéressons-nous à présent à celles du Premier ministre. Daniel Cablon-Duncan s'est entretenu avec Paulo Portas, ancien Premier ministre portugais qui conduisait une délégation de l'entreprise Mota Enguila. Les discussions ont porté sur les relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. L'ancien Premier ministre portugais a assuré du chef du gouvernement ivoirien de la mise à disposition de la Côte d'Ivoire du savoir-faire de son pays, notamment dans les domaines de la construction, du transport et de l'agriculture. Mais avant cette audience, hier mercredi, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a ouvert à Yamoussoukro les travaux du 3e séminaire national sur l'énergie et les hydrocarbures. Pendant 2 jours, plus de 400 experts vont tabler sur les moyens en vue d'affiner la politique nationale en matière d'énergie. Thème de ce conclave, quelle énergie pour une Côte d'Ivoire nouvelle? Léon Brou. 3 nouveaux accords pour notamment la poursuite des investissements signés entre l'État et des opérateurs du secteur de l'énergie et des hydrocarbures, des actes à l'ouverture du 3e séminaire national pour estimer la quantité et la qualité d'énergie qui répondent à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord d'évaluer les performances de la politique énergétique nationale et sur la question des résultats satisfaisants entre 2011 et 2016. Au plan financier, le déficit cumulé de 270 milliards à fin 2011 a été totalement épongé à fin 2014. Au niveau des infrastructures de production, de transport et de distribution, la capacité totale installée s'est accrue de 44% pour atteindre 2000 MW en 2015. La production annuelle est passée de 6000 gigawattheures à plus de 8600 gigawattheures. Autre résultat de la réglementation et des récents investissements dans le secteur, la réduction du temps moyen de coupure d'électricité de 50 à 40 heures, la distribution et l'accès accru à l'électricité avec 4126 localités électrifiées en fin 2015 contre 2847 en 2011, une performance satisfaisante pour le gouvernement, mais insuffisante face à une demande annuelle d'électricité croissante de 10% depuis 2012, fait remarquer le Premier ministre. Le ministre avait prévu, et le gouvernement l'a suivi, d'atteindre 2000 MW en 2015. On l'a réalisé. L'objectif en matière d'électricité, c'est de faire en sorte qu'en 2020, on atteigne les 4000 MW, non pas seulement pour les besoins de la Côte d'Ivoire, mais aussi fournir les pays voisins. On a donné de plus de 6 000 milliards de francs CFA. Ça doit permettre de faire de grands investissements parce que le pays a besoin de plus en plus d'électricité dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le PRONER, le programme d'électrification rurale. Entre autres problématiques donc à traiter, l'efficacité et la transition énergétique, l'intensification du développement des infrastructures d'hydrocarbures, des questions qui mobilisent jusqu'à ce vendredi plus de 400 experts à Yamoussoukro. Ce séminaire de Yamoussoukro sur l'énergie ne pourrait que contribuer à améliorer la situation économique en Côte d'Ivoire. Ce sujet est au centre d'un rapport publié récemment par la Banque mondiale. Il en ressort que le pays vit une embellie économique avec un taux de croissance moyen de 9% par an. Le document met l'accent sur le développement du marché financier ivoirien. Il contient également des recommandations de la Banque mondiale pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Lansine Bakayoko.
Selon ce troisième rapport de la Banque mondiale, avec un taux de croissance de 9% en moyenne, la Côte d'Ivoire reste un des champions du continent africain. Toutefois, le pays doit améliorer sa compétitivité et sa gouvernance pour aboutir à plus d'efficacité et d'équité au niveau des ménages. Mais le système financier est une faiblesse pour la Côte d'Ivoire. Les raisons sont doubles. La première raison, c'est que les épargnants ivoiriens ne placent pas leurs économies dans les banques ivoiriennes. Ceci est la première raison. La deuxième raison, c'est que les banques, lorsqu'elles reçoivent l'épargne et les dépôts des Ivoiriens, n'octroient pas forcément du crédit aux entreprises privées. Ce rapport propose 3 pistes pour combler le retard. La première consiste à rapprocher les banques de leurs clients de manière à réduire les coûts de transaction et ainsi accroître l'inclusion financière. La deuxième piste concerne la diversification des acteurs du système financier. Les opérateurs de téléphonie mobile pourraient du coup se transformer en établissements de microcrédit et la législation sur la microfinance pourrait s'assouplir pour permettre d'émettre des chèques ou des cartes de crédit. Enfin, la troisième voie est de sécuriser le système financier à travers une régulation forte. Face à ces questions brûlantes, le gouvernement est déterminé à mener une nouvelle vague de réformes. Une réforme globale du secteur financier, tant au niveau national que communautaire, pour le rendre plus intégré dans tous ses composants, notamment donc les banques, mais effectivement les assurances, les établissements de microfinance ainsi que les fonds de pension. Bien plus, l'avenir économique de la Côte d'Ivoire dépendra aussi en grande partie de sa capacité à générer des gains de compétitivité au sein de son appareil productif. En tout cas, si ces changements sont opérés, affirme la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire peut gagner 2 à 5 points de croissance par an, ouvrant par la même occasion un boulevard vers l'émergence. Le reportage de Lansine Bakayoko est commenté par Adama Kone. Rendons-nous à l'hémicycle. La loi portant organisation du référendum a été adoptée aujourd'hui par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Cette loi organique détermine les modalités de la tenue du prochain référendum sur la révision de la Constitution ivoirienne. Michel Digri. Ce texte n'est pas le projet de constitution, mais plutôt celui qui définit les conditions d'organisation du référendum. Les équivoques ainsi levés, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a présenté le premier chapitre du projet de loi portant organisation du référendum pour l'adoption de la future constitution ivoirienne. Ce chapitre qui indique que la commission électorale indépendante est chargée de l'organisation et de la supervision du référendum pour l'adoption de la Constitution, souligne qu'une seule question sera posée aux électeurs, à savoir, approuvez-vous le projet de Constitution proposé par le président de la République? Le second chapitre indique que la liste électorale pour le scrutin référendaire est celle de 2015 actualisée par la commission électorale indépendante. Le dernier chapitre traite du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs. Les députés souscrivent à l'exposé des motifs. Le projet de loi est voté à l'unanimité en commission. La Constitution prévoyait donc le référendum, mais la Constitution même ne parle pas des conditions d'organisation de ce référendum-là. Donc cette loi vient combler ces vides juridiques-là qui elle définit les conditions d'organisation du référendum. Une étape est certes franchie, mais les regards sont déjà tournés vers l'avant-projet de constitution qui sera soumis au référendum. On attend que dans le laboratoire de nos érudits juristes, constitutionnalistes, qui ont été commis par le président de la République, qu'ils pondent, n'est-ce pas, cet avant-projet afin que nous nous prononcions là-dessus. Le texte viendra au Parlement pour être discuté et après il sera soumis au peuple. Je pense qu'avec ces 3 grandes étapes, nous avons un niveau de consultation qui permet une plus large adhésion de tous autour de ce texte, qui est un texte qui doit fédérer toute la nation. Nous changeons de registre pour parler de la pêche. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani était en visite à Rome, en Italie, dans le cadre de la 32e session du comité des pêches de la FAO. Il a eu une séance de travail avec le département aquaculture et des pêches de l'organisation. Les détails avec Hugues Hervé Blé.
La situation de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire a essentiellement marqué cette séance de travail qu'a eu le ministre des Ressources animales et halieutiques avec le département des pêches de la FAO. Le nouveau projet de loi sur la pêche, les progrès réalisés dans l'application du Code de conduite pour une pêche responsable, l'amélioration des statistiques de la pêche artisanale et continentale, la gestion et la prévention des pertes post-capture sont autant de questions abordées par les délégations de la FAO et de la Côte d'Ivoire. La FAO s'est engagée à produire un aide-mémoire sur les projets en cours afin d'intégrer les actions non encore prises en compte et formulées au cours de ces échanges. Dans le cadre de l'initiative bleue, nous avons 105 sites au niveau du littoral maritime. Nous avons 1350 sites au niveau continental. Et en ce qui concerne ces sites, certains méritent d'être aménagés pour permettre que les poissons y soient débarqués. Il y a eu des questions d'intérêt commun qui ont été évoquées et nous pouvons travailler ensemble. Nous serons aux côtés de la Côte d'Ivoire pour faire du développement de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire un exemple. Le ministre des Ressources animales et halieutiques repart du siège de la FAO et de Rome avec l'engagement de la FAO à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire dans le développement de son aquaculture et de sa pêche. Et nous venons de l'apprendre, un attentat vient de se produire à Nice en France à 20h heure d'Abidjan. Bilan provisoire, 65 morts. Un chauffeur dans un camion a foncé sur la foule. Ce chauffeur a été abattu. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a effectué une visite dans les locaux des organes de la presse privée, une visite d'échange, mais aussi pour s'imprégner des conditions de travail. Au nombre des messages véhiculés par le ministre Afoussiata Bamba Lamine à ses organes de presse figure le respect de la convention collective. Franck Quadio. Un lot de journaux invendus, plus de 60% jour, selon Bertrand Hall, directeur général d'Edipresse, qui a reçu la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, qui effectue depuis 3 jours une visite aux organes de presse privés et différentes structures sous tutelle. L'idée est de s'imprégner des conditions de travail. Le distributeur principal de la presse en Côte d'Ivoire dit être confronté à divers écueils. Ce sont l'adaptation à la nouvelle donne, le numérique, les zones difficilement accessibles et la contrefaçon. L'aide de l'État ne serait donc pas de trop. Le soutien de l'État, sollicité aussi par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, dont le président a rappelé le rôle de relais social pour les organes de presse, l'éléphant déchaîné et le mandat de lignes éditoriales opposées, une même préoccupation, l'accès au fonds de soutien et de développement de la presse. Rappelons que ce fonds est passé de 200 à 800 millions de francs CFA cette année. En le faisant, le gouvernement, évidemment, attend du secteur une responsabilité, évidemment, des journalistes. Et le second message, c'est de dire que les organes de presse doivent appliquer la convention collective pour le bien-être des journalistes et de tous les acteurs du secteur de la communication, qu'ils soient payés au minimum en respectant, évidemment, le SMIC légal, et que s'il y avait effectivement des entraves, que nous puissions en être informés, nous, ministère de la Communication, pour voir comment nous pouvons ensemble trouver donc des pistes de solutions. À la tutelle d'exhorter donc les organes de presse à une meilleure collaboration et en leur sein à mutualiser leurs efforts. La ministre a demandé aux structures et fêtières de se rapprocher du fonds de garantie qui pallie aussi certaines insuffisances. Notons que les radios commerciales et confessionnelles Nostalgie et Al-Bayan ont aussi reçu la visite de la ministre de la Communication qui n'a pas manqué de les féliciter pour l'excellence du travail abattu. Une question qui réjouirait les organes de la presse privée et tous les Ivoiriens en général est le programme de logements sociaux mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, un programme salvateur, mais dont le financement reste une préoccupation tant pour le gouvernement que les travailleurs. Pour trouver une solution à ce problème, le ministre de l'Habitat et du Logement entend impliquer les syndicats. Ces derniers ont récemment mené des réflexions sur la question au cours d'une rencontre avec le ministre Nyamien Kona. Moussa Konate.
L'accès aux logements sociaux demeure une préoccupation pour le gouvernement, mais surtout pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Au forum du logement social, économique et standing tenu récemment à Abidjan, les acteurs ont évoqué le problème de financement comme principale difficulté. La question est au cœur des échanges entre le ministre de l'Habitat et du Logement social et les représentants des centrales syndicales. Il s'agit d'impliquer les travailleurs dans la mise en place d'un système de financement du logement. Un bon logement, un logement décent. En Côte d'Ivoire, c'est environ 15 millions. Si chaque travailleur de Côte d'Ivoire pouvait mettre 5% de son salaire dans une caisse de solidarité pour financer le logement, on pourrait avoir par an environ 200 milliards. Mais c'est qu'un exemple. Nous avons besoin de l'accord, de l'adhésion des travailleurs eux-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas de leur forcer la main. C'est eux les bénéficiaires. C'est avec eux que nous voulons partager ces solutions. Un projet qui ne peut aboutir sans la contribution des travailleurs qui d'ailleurs se réjouissent de l'initiative. Là où les revenus individuels sont bas, il faut imaginer un système de solidarité pour pouvoir faire la compensation. C'est pour cela que nous saluons cet esprit, mais nous saluons davantage l'esprit qui consiste à associer les partenaires sociaux à la réflexion, à l'effet de voir quel sera le système le plus efficace possible pour le financement des logements sociaux. Cette rencontre avec les centrales syndicales est prévue se tenir toutes les 2 semaines afin de trouver des solutions à l'épineuse question du logement dont le déficit est estimé à 500 000 par an. La construction de logements est un pan de l'aménagement urbain. La rencontre sur la vulgarisation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan a refermé ses portes hier. Les populations ont pu à cette occasion échanger avec les aménageurs agréés du district d'Abidjan avant de faire des suggestions, notamment sur les plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions. Herman Yamier. En 3 jours de présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, d'exposition des plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions et de présentation d'offres de terrains urbains bientôt viabilisés, l'événement a enregistré plus de 3500 visiteurs. De quoi ravir le ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui voit en cette mobilisation l'intérêt que le foncier suscite chez la population. Nous demandons aux uns et aux autres de se rapprocher à compter de maintenant des bureaux d'études, même au-delà de ces 3 journées. Ainsi, les requêtes pourront être reçues jusqu'au 15 septembre pour ce qui concerne donc le schéma directeur de l'intérieur du pays. Pour les aménageurs fonciers agréés, l'initiative est salutaire parce qu'elle leur a permis de mieux faire connaître leur profession et aussi de la crédibiliser davantage. Très bonne initiative. Parce que bon, là, on faisait les logements, les gens nous demandaient souvent qu'ils voulaient des terrains. Donc c'est une très bonne initiative et vraiment on a eu beaucoup de gens qui sont passés sur les stands. On ne s'attendait pas du tout à ce monde. Moi, je pourrais dire que déjà dans un stand, on peut enregistrer un peu plus de 1000 passages. L'État a mis à la disposition des 37 aménageurs agréés dans le district d'Abidjan plus de 1000 hectares de terrain. À cette cérémonie de clôture, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme les a invités à respecter le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan dans la mise en œuvre de leurs travaux d'aménagement foncier. Ces derniers se sont engagés à jouer la carte de la probité afin de mériter la confiance placée en eux. Le district d'Abidjan s'aménage davantage pour accueillir tout le monde, y compris les Ivoiriens réfugiés dans la sous-région. Un atelier de 2 jours s'est tenu récemment à l'initiative du Haut Commissariat aux réfugiés. Il a été meublé par des réflexions sur le cas des dits exilés. Thème choisi, quelle solution durable pour les réfugiés ivoiriens en Afrique de l'Ouest? Alexis Ouedraogo. Objectif de cette réunion du Haut Commissariat des réfugiés, permettre aux acteurs intervenant sur les questions des réfugiés ivoiriens d'harmoniser leur point de vue et finaliser une stratégie régionale. On a besoin de mettre en situation de confiance pour que les personnes reviennent. Cette situation de confiance est notamment été générée par le retour de personnalités qui effectivement témoignent du fait de le retour qui s'est fait sans ombrage, que le retour peut être garanti. Les solutions durables incluent entre autres le rapatriement volontaire organisé ou spontané des réfugiés vers la Côte d'Ivoire, l'intégration locale dans les pays d'asile ou encore la réinstallation vers un pays tiers selon des critères bien précis.
Mais sur ce point, la ministre de la Solidarité, elle prêche un retour en Côte d'Ivoire. Moi, je veux les rassurer pour dire qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Nous ne judiciarisons pas le retour des réfugiés. À un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des crises. Aujourd'hui, l'heure est à la paix, à la sécurité et au pardon. Entre partenaires gouvernementaux, agences du système des Nations Unies, donateurs et spécialistes des ministères ivoiriens, plus d'une centaine de participants des pays accueillant les réfugiés ont pris part à la rencontre. Les prochains jours devraient donc dévoiler une politique commune plus efficace. Des Ivoiriens sont appelés à rentrer au pays, d'autres sont invités à y rester. C'est le cas des jeunes de plus en plus nombreux à vouloir migrer clandestinement vers les pays européens dans leur quête d'un lendemain meilleur. Pour freiner ce phénomène, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur a lancé une campagne de sensibilisation. Franck Quadio. Ces 20 dernières années, le nombre de migrants qui seraient morts en tentant de gagner l'Europe par la Méditerranée est estimé à 22 000 selon un rapport de l'Organisation internationale des migrations OIM. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes qui migrent de façon irrégulière vers les pays développés à la recherche de meilleures conditions de vie et ce, au péril de leur vie. Lors de la réunion avec le ministère de l'Affaires étrangères allemand, il est apparu que la Côte d'Ivoire serait passée à la 4e position dans ce phénomène qui est quand même assez grave. Freiner donc ce flux migratoire et empêcher la jeunesse de gagner l'Europe par la Méditerranée. Mission qui ont conduit la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et la fondation allemande Friedrich Neumann à Grand-Bassam et Yopougon. Plusieurs activités réalisées. Des projections de films montrant les dangers de l'immigration clandestine, notamment le naufrage des bateaux de fortune et les nombreuses pertes en vie humaine. Nous avons vu tout à l'heure un documentaire qui montre les conditions quasiment inhumaines dans lesquelles ces jeunes-là sont en essayant de traverser. Je pense que la vie est au-dessus de la recherche de ce pécule-là, parce que je pense que ces personnes-là, avec une meilleure organisation, peuvent bénéficier de plus qu'en Europe en restant dans leur pays. Souhaitons sensibiliser nos jeunesses afin qu'il y ait une prise de conscience véritable sur les risques qui sont liés à la migration irrégulière. Lorsque les Ivoiriens veulent voyager, il y a des ambassades, ils doivent se rendre dans ces ambassades, ils doivent prendre les informations nécessaires afin d'éviter de se retrouver dans des pays où leurs droits ne seront pas respectés. Démarrée le 10 juin à Daloa, cette campagne de sensibilisation sillonnera tour à tour les villes d'Anyama et Korogo dans les prochains jours. L'immigration clandestine présente des dangers. Pour preuve, les corps de plus de 700 migrants ont été retirés d'un petit chalutier renfloué par la marine italienne. Le chalutier parti de la Libye avait sombré après avoir percuté un cargo portugais venu à son secours dans la nuit du 18 au 19 avril 2015. Un responsable des pompiers qui ont extrait les corps de l'épave du chalutier a affirmé que l'aspect le plus impressionnant est qu'il y avait 5 personnes par mètre carré dans la cale du chalutier surchargé par les passeurs. Depuis 2014, plus de 10 000 migrants sont morts ou disparus en tentant de gagner l'Europe par la mer, pour la plupart en Méditerranée centrale, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Un autre drame survenu ici en Côte d'Ivoire. Un grave accident s'est produit aujourd'hui sur l'axe Guessabo-Diokwe aux alentours de 10 heures. Bilan, une dizaine de morts et plusieurs blessés selon les témoins. À l'origine de cet accident, un mauvais dépassement d'un minicar Massa assurant la liaison Guessabo-Diokwe. Le minicar s'est retrouvé en face d'un car de 64 places en provenance d'Odiéné. L'accident s'est produit à 30 km de Diokwe, près du village de Tiaoula. Retour à l'étranger, l'armée ougandaise a commencé ce jeudi à évacuer ses ressortissants du Soudan du Sud à la faveur d'un apaisement des tensions depuis lundi entre les troupes du président Salva Kiir et celles de son vice-président et grand rival Riek Machar. L'Ouganda a envoyé plus de 2000 soldats dans le pays voisin qui stationneront dans une ville à l'extérieur de la capitale Juba avec pour unique mission de mener à bien cette évacuation.
Nous l'avons appris il n'y a pas très longtemps, un attentat s'est produit à Nice en France à 20h heure d'Abidjan. Bilan provisoire, 65 morts. Un chauffeur dans un camion a foncé sur la foule. Ce chauffeur a été abattu. L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. Armée de terre, troupes aériennes ou encore armée de mer, les troupes françaises se sont réunies sur les Champs-Élysées aujourd'hui pour le traditionnel défilé du 14 juillet. L'événement était placé sous le signe de la jeunesse et de l'engagement à une période où les militaires sont particulièrement sollicités en période de menaces terroristes. Le président français François Hollande, qui célébrait le dernier 14 juillet de son quinquennat, a assisté au défilé aux côtés du Premier ministre néo-zélandais John Key et du secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères John Kerry. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.